Vous arrivez juste au moment où le broadcast, enfin la diffusion a commencé et la conférence, enfin le commentaire va commencer. Il y a du monde aujourd'hui. J'en fais un peu le tour. Nous sommes donc 7, 8 ou 6 ou 7 et bientôt Maurizio Novello va aussi être là. Il s'agit donc du 13e chapitre de ce roman qui s'appelle La Scène et qui tente de décrire comment une population d'auteurs de science-fiction du XXe siècle ont procédé à une opération scientifique, authentiquement scientifique, plus ou moins en le sachant, plus ou moins consciemment, on peut le supposer de leur part, et en tout état, enfin de toute manière, dans l'hypothèse qu'ils aient donc procédé à une opération scientifique de manière inconsciente. Ceci, donc nous ayant réclamé de faire, pour commencer, une sorte d'analyse de la psychologie collective, en partant et en utilisant les logiques, ce que Lacan appelait la logique sociale, c'est-à-dire des algorithmes qui se formulent à partir de 3 personnes, plus une 4e, c'est-à-dire dans le sophisme de Jacques Lacan, 3 prisonniers plus un directeur de prison, c'est-à-dire une administration. Donc, à partir de cette logique, on peut imaginer, cette logique de 3 personnes, on peut imaginer une logique plus collective et qui soutiendrait la notion qu'il y ait disons que la psychologie collective nous renseigne sur l'inconscient ou procède en relation avec l'inconscient. Et ça, c'est une requête de Freud à la fin de sa vie qui demande dans les dernières lignes qu'il écrit, qui demande d'arrêter de continuer la psychanalyse, c'est-à-dire de suivre le chemin qu'il a ouvert, tant que on n'a pas résolu la question de ce qu'il appelle, tant qu'on n'a pas franchi l'abîme qui sépare la psychologie individuelle de la psychologie collective. Et il y a tout lieu de supposer que Freud, qui était en train de préparer sa mort à ce moment-là, puisqu'il allait demander une injection létale, il y a tout lieu de supposer qu'il demande cet éclaircissement de la psychologie collective parce qu'il n'a pas résolu ou parce qu'il est inquiet et n'a pas résolu une question, un mystère ou une énigme ou un problème que son neveu, Édouard Bernays, lui posait. Parce que sur les principes, thèses et sur les notions instruites par son oncle, Freud, ce neveu, Édouard Bernays, avait dirigé la propagande des États-Unis, la publicité de la Maison-Blanche et pas mal d'autres choses dont, disait-on, même nourrissait la bibliothèque des propagandistes nazis aussi. Et évidemment, c'était un problème que dont Freud était bien averti, mais qui a été réellement problématique puisque
puisque ses disciples, par la suite, ses élèves, ont maintenu le secret sur cette affaire et n'ont pas avancé sur la question de la psychologie collective. Ils ont cependant continué sur le chemin de Freud, et on peut observer historiquement que c'est donc dans cette ambiance ou dans cette problématique qu'émerge aux États-Unis, à partir, et probablement, enfin certainement à partir d'un éditeur, Campbell, maison d'édition importante, la plus fameuse pratiquement des États-Unis. Campbell, réputé ami de Norbert Wiener, c'est-à-dire le fondateur de la cybernétique. Et c'est de ce lien-là, ou par ce canal-là, va se présenter une alternative à la propagande de Bernays. Et cette alternative est explicitement annoncée, déclarée, lorsque Campbell va commencer à éditer, va faire entrer dans sa maison d'édition un auteur qui s'appelle Hubbard, et que dans la scène j'appelle Hubbard, Linus Hubbard, Linus Hubbard, qui va présenter une méthode de science-fiction qu'il va appeler l'audition, je crois qu'en anglais ça s'appelait auditing, et qui est la parfaite similitude de la séance freudienne. Et il va introduire ça dans la littérature de science-fiction par l'intermédiaire de la maison de science-fiction, la maison d'édition de Campbell. Et je crois que c'est ce dont parle, entre autres choses, ce 13e chapitre. Alors, il y a déjà eu un certain nombre d'auteurs, pas beaucoup, mais enfin un certain nombre d'auteurs principaux qui ont été dépeints, présentés et inscrits dans la scène. Il y a Asimov, qui s'appelle Happy, et il y a Van Vogt, qui s'appelle Biop. Ces deux auteurs ont permis de caricaturer une alternative de la science, soit ce que j'aurais appelé une science fixée, fiction avec un X, fixée au dogme, ou fixée en quelque sorte une science arrêtée, et c'est celle de l'université. Et puis une autre, et c'est Asimov qui représente cette science fixée. Et Biop, c'est-à-dire Van Vogt, va représenter disons, une science plutôt erratique, comme ce que Lacan évoquait en termes de les non-dupes, ceux qui ne sont pas dupes, errent. Alors, Vogt ou Biop était peut-être dupe, mais en tout cas, il errait. Alors, cette science erratique est confrontée dans les chapitres précédents, à ce 13e chapitre, est confrontée à la science fixée. On remarque que Asimov, ou la science fixée, va faire la proposition de procédures scientifiques appuyées sur la religion et mises en pratique
sous la forme de ce qu'on a appelé le schème amont-amour. C'est-à-dire, c'est lire Oshima, le schème à mon amour. Et donc c'était Hiroshima mon amour, c'était une allusion à cette formule de propagande. Et c'est l'occasion de rappeler aujourd'hui, parce que ce 13e chapitre va être assez... Il va énoncer des choses assez impressionnantes, enfin si on peut dire, dans le domaine de la science-fiction. C'est la science-fiction qu'on fait là. Mais donc nous sommes aujourd'hui à l'anniversaire le 6 août, c'était l'anniversaire de la première bombe atomique sur une ville japonaise. Hein. Donc, ça, c'était une direction de propagande et d'opération culturelle qui a fait l'expression du XXe siècle. À côté de cela, il y avait le projet de Van Vogt qui allait être marginal. C'est-à-dire que dans la science-fiction de Van Vogt, il y a des machines à gouverner, il y a des clones, il y a des voyages sur Vénus, c'est-à-dire des choses possibles, mais interdites. Tandis que du côté de Asimov, c'est des choses impossibles, c'est-à-dire la planète Terre est au centre, enfin la nouvelle l'humanité s'est déplacée au centre de la galaxie, sur une planète qui s'appelle Trantor, et enfin voilà, ce sont des choses impossibles et en même temps qui décrivent des choses qui se sont passées très réellement. Donc ces deux personnages, ou ces deux doctrines, ces deux options de propagande et de science, donc se sont avérées, au chapitre 12, au dernier chapitre, rencontrer comme ça une impasse, une espèce de confrontation, d'opposition, d'alternative sans issue, hein, si on peut dire. Et au 13e chapitre, nous voyons arriver, donc nous voyons que Campbell, le chef d'orchestre de toute cette science-fiction, introduit dans son orchestre, fait venir, accueille le dénommé Hubbard. Et évidemment, c'est pour offrir une solution à cette alternative coincée que l'on a d'abord décrite. Pour comprendre un petit peu comment cette solution va être utile ou utilisée, par quel chemin elle va passer, le chapitre fait remarquer que c'est une des héroïnes, un des personnages du roman, la scène, qui réapparaît depuis un certain temps, depuis plusieurs chapitres. Elle n'était plus mentionnée, elle était mentionnée, mais elle n'était pas active, elle n'était pas présente. Et là, elle réapparaît dans un monde de réalité virtuelle d'ailleurs. Mais elle réapparaît et on apprend que c'est à sa demande que Campbell, le chef d'orchestre, l'éditeur de la maison d'édition d'Astounding Science Fiction, c'est à sa demande que Campbell a ajouté à son équipe le Hubbard. Et cela dans le but, qui est traduit par ailleurs, dans le but de faire non plus ce qu'on avait esquissé en général une science-fonction,
mais de faire ce que Hubbard va appeler une science analogue. C'est-à-dire, et d'ailleurs ça va être officiellement et historiquement signifié, hein, là ce n'est pas de l'invention puisqu'on fait de la science-fonction en fait dans la scène, hein, parce que effectivement une des choses au programme de Campbell, ce qu'il avait en tête, c'était de transformer le nom de sa maison d'édition, initialement qui s'appelait Astounding Science Fiction, c'est-à-dire étonnante science-fiction, de la transformer, et il a changé le nom quelques années plus tard, mais enfin c'était dans son programme, il l'a appelé analogue science, fiction et fact, et faits et fiction analogue. Donc, il y a eu authentiquement, il y avait un projet intellectuel de véhiculer par l'intermédiaire de cette littérature quelque chose qui était analogue à la science. Et c'est avec Hubbard que ça commence, parce que, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Hubbard va proposer comme un exercice de science-fiction ce que Freud avait établi comme une pratique, entre guillemets, scientifique, enfin une pratique en tout cas médicale. Et à partir de ce moment-là, donc, évidemment, beaucoup de choses vont se développer. On sait que Hubbard va rapidement être poursuivi pour pratique illégale de la médecine et va devoir donc trouver des façons d'esquiver les menaces et les attaques, évidemment, les attaques qu'il menace et qui sont dirigées par les Freudiens et par Bernays, c'est-à-dire toujours ce fameux neveu qui fait, après la mort de Freud, qui fait la propagande de la psychanalyse. C'est sa cousine, Anna Freud, qui est aux États-Unis avec l'Institut de psychanalyse et tout cela, et a beaucoup de succès, grâce en partie à Bernays, qui s'occupe de faire la promotion de cette entreprise familiale. Alors, mais il nous faut comprendre ce que c'est que l'analogue. Et pour un petit peu éclairer ça, on va se servir d'un schéma qu'on avait déjà fait. Alors, je mets l'écran comme ça, et voici ce que... C'est toujours un peu périlleux, mais ça devrait marcher. Voilà, nous y sommes. Et alors, nous nous demandons qu'est-ce que c'est que la logique de l'analogue que les scientifiques, les scientifiques écrivains de la maison Campbell vont promouvoir. Ça se passe comme ça, on peut le comprendre, on a déjà avancé dans ce domaine, mais voici cette division qui est maintenant classique, que l'on peut voir. Ici, en bleu au-dessus, il y a la linguistique, et en dessous, il y a la sémantique. Et cette division du dessus-dessous est bien connue, c'est celle de la linguistique en général, c'est-à-dire qu'au-dessus, dans le bleu, dans la linguistique, nous allons voir les signifiants et le langage se développer pour signifier ce qui est en dessous le domaine de la sémantique. Ce qu'on appelle la sémantique, c'est en effet
la science du signifié. La psychanalyse et Lacan va aborder ce signifié par la science du signifiant, c'est-à-dire par la linguistique qui est au-dessus, dans les schémas que l'on utilise habituellement pour exprimer cela. Alors, la sémantique, et principalement donc ce qu'on appelait à l'époque la sémantique générale, et la doctrine qui va être celle de Hubbard et de Van Vogt. En fait, s'ils ne sont des scientifiques, Vogt et Hubbard sont certainement des sémanticiens. En tout cas, ils se déclarent comme ça, à partir d'une doctrine dont nous avons déjà parlé, qui a été complètement ignorée par Lacan, qui n'en parle jamais, alors qu'il est évident, il est certain qu'il était tout à fait au courant de ce courant, américain, traduit par Vian à l'époque où il était lui-même avec les surréalistes, etc. Donc, alors qu'est-ce que c'est que la sémantique? Eh bien, la sémantique, voilà, je fais apparaître ici un rond. C'est le domaine des formes. C'est la science de ce qui est signifié, c'est-à-dire généralement sont des choses et on les reconnaît comme des formes. Et alors, nous allons jouer, et c'est là où le travail va être dense aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, mais nous allons nous appuyer sur Gödel, le mathématicien, dit-on le mathématicien, le logicien du XXe siècle, et nous allons ainsi, là où nous parlons ici de formes, nous allons nous dire que les formes ne sont pas très... On va les prendre pour des formules. Et d'après Gödel et les mathématiciens de son époque, les formes, c'est-à-dire ce que les nombres, les objets mathématiques réalisent, ce sont des formes logiquement organisées les unes par rapport aux autres, en relation, c'est-à-dire en série, et ces séries de formes sont des séries arithmétiques et font des démonstrations. Et tout cela, là nous entrons dans le monde de Gödel, tel est le problème ou l'attaque qu'entreprenait Gödel, c'est-à-dire que tout cela est censé se passer automatiquement dans le cerveau. Les formes mathématiques sont des opérations automatiques du cerveau. C'est ce que, à l'époque de Gödel, le mathématicien Hilbert avait mis au programme du XXe siècle, c'est-à-dire que le cerveau était capable de formuler des opérations arithmétiques, mathématiques, arithmétiques, de manière complètement organique. Et le mathématicien était celui qui pouvait contempler cela, parce que ces enchaînements de formes, c'est-à-dire ces formules étaient enchaînées les unes aux autres pour faire, deuxièmement, il y avait deux choses, il y avait des formules et faire des démonstrations. C'est ce que je représente ici par ces petites flèches dirigées vers le haut, parce que, et nous faisons par bonheur un petit peu de psychanalyse, nous utilisons les mots, le verbe, et démonstrations, c'est se montrer, c'est montrer quelque chose. Et les démonstrations sont les effets de formules dictées par des règles ou conduites par des règles qui aboutissent à des démonstrations. Et
la thèse de Hilbert était de dire que ces formules se montraient, faisaient des démonstrations, se montraient au raisonnement. C'est-à-dire qu'ici, on va maintenant mettre à la place de la linguistique ce que les mathématiciens appelaient les raisonnements. J'efface ici les termes pour ne pas nous embrouiller, enfin surcharger, de linguistique et de sémantique. Nous avons ici, nous voyons comment le cerveau automatiquement, selon Gödel et selon Hebert, le cerveau automatiquement va opérer des séries de formules, va enchaîner des séries de formules selon des règles et à partir d'axiomes, et ces opérations vont réaliser des démonstrations qu'il va falloir vérifier, savoir si elles sont justes ou non, par le moyen du raisonnement que Hilbert, à l'époque, appelait la métamathématique. Donc nous avons en dessous, là où nous avions la sémantique, nous avons la mathématique, et où nous avions la linguistique, nous avons la métamathématique, c'est-à-dire le raisonnement. Et le Gödel, donc Hilbert avait pour programme de dire la métamathématique survole tout ça, le raisonnement survole tout ça, et le raisonnement peut arriver à observer que le cerveau, automatiquement, fait quelque chose, fait des opérations complètes, parfaites, parfaitement définies, sans contradiction. L'arithmétique n'a pas de contradiction, et elle est, si on peut dire, définissable. Et le raisonnement le constate. Et le programme, ce qui s'était appelé le programme de Hilbert, c'était de chercher à prouver, à faire la démonstration de cette finitude et de cette perfection des mathématiques, c'est-à-dire de ce que le cerveau pouvait opérer automatiquement. Alors, voici où nous en sommes. On a bien avancé pour décrire un petit peu la situation qui était celle des scientifiques, des mathématiciens et des cybernéticiens au milieu du XXe siècle, qui était aussi la question qui était abordée par les sémanticiens. Et il y a deux choses, deux petites notions sur lesquelles on pourrait faire ici une remarque. C'est que, je vais le marquer comme ça, je vais dessiner quelque chose là-dessus. Je vais dessiner ici, je dessine très mal, un L, un E, un T, des choses comme ça. Je pense qu'on les voit. C'est-à-dire une chose qui n'avait pas cours et qui n'a toujours pas cours dans l'académie, à savoir que ces objets, les sèmes de la sémantique, enfin, c'est-à-dire les signifiés, ces formes sont des lettres. L'Académie réserve le titre de lettre à ce qui est du domaine de la linguistique, à ce qui est dans le domaine bleu, dans le domaine du raisonnement. Il n'y a dans l'histoire de la pensée jusqu'à présent que Fabre d'Olivet, qui est le théoricien des hiéroglyphes et des lettres hébraïques, qui a montré que les formes qui éventuellement pouvaient devenir des formules mathématiques dans la Kabbale, que ces formes étaient des lettres. Mais ce que j'ai écrit là est complètement hérétique, donc je vais l'effacer parce que les lettres sont réservées, je l'efface, alors je l'efface comme ça, les lettres sont réservées aux
au raisonnement, c'est-à-dire à la linguistique, selon l'Académie. Qu'est-ce que... Maintenant, je vais faire deux parenthèses. La première parenthèse que j'ai faite et qui est vraiment de ma responsabilité de dire une chose pareille, et en suivant celle de Fabre d'Olivet tout de même. Mais c'est la première parenthèse que je fais. Maintenant, je reviens sur le parcours tout à fait classique et académique que nous avons commencé en décrivant ces distinctions comme le faisait Gödel, parce que ce que Gödel va objecter à Hilbert, c'est, on va l'écrire comme ça, c'est que, on va l'écrire en introduisant ce N, qui a une flèche ici, qui est orientée, mais qui fait la lettre N, et que nous connaissons déjà pour avoir vu que ce N-là, vous allez le reconnaître, on en a déjà parlé, c'est ce qui est destiné par la psychohistoire à être raccourci, à être ramené à une durée courte, c'est-à-dire c'est la durée du chaos que le psychohistorien et le cybernéticien, avec Weiner, cherchent à raccourcir. Donc on connaît bien ce N, qui est celui de la nomination, et qui nous intéresse ici parce que il dessine le procédé ou l'objection que Gödel a fait à Hilbert. C'est-à-dire que si on dessine ici comment une forme devient est captée par le raisonnement, Gödel va dire qu'en fait, cette capture va aussi réaliser une forme. C'est-à-dire que Gödel va prétendre et va montrer que la métamathématique de Hilbert est réductible à une mathématique. Autrement dit, l'œuvre de Gödel est de démontrer que la linguistique est réductible à une sémantique. Et par la suite, en conséquence de cette réductibilité, c'est-à-dire que la lettre devienne un signe, comme on l'avait dessiné juste à présent, en conséquence, la mathématique devient indécidable, et sa non-contradiction devient indémontrable. Donc la mathématique peut être quelque chose qui entre en contradiction avec elle-même, et on ne peut pas donc prouver le contraire. Cela en ayant donc procédé à cette formulation logique selon laquelle l'intellect, la lettre, peut être réduite, ou la métamathématique peut être réduite à la mathématique. Alors, nous allons là nous servir encore une fois de nos jeux de mots chéris pour montrer comment le dire, c'est-à-dire que le raisonnement ou la linguistique, c'est ce que les mathématiciens, et Hilbert et Gödel, appelaient le prédicat. Et voici le prédicat tel que je l'écris. C'est-à-dire que ce N de la nomination prédit que A est à la cause
de la métamathématique, et qu'il n'y a pas de raisonnement pur et qui ne soit pas émanant et immanent à la mathématique. Donc, voici le A, qui est en fait l'objet lacanien, et la nomination, la logique de Gödel, prédit que A. Et ici, nous retrouvons notre X avec le sujet barré de Lacan, etc. Donc, voici l'utilité des jeux de mots pour montrer, j'espère que c'est compréhensible ou que ça s'entend, quel a été le procédé donc qu'a appliqué Gödel à ce qui s'est appelé le programme de Hilbert. Et le programme de Hilbert a été ruiné, le projet de Hilbert a été ruiné de ce fait, puisque la démonstration était faite que on ne pouvait pas définir ou décrire une non-contradiction dans la mathématique. Cependant, on sait que Gödel avait des problèmes psychologiques. Il pensait qu'il était un peu paranoïaque, on dirait, en psychiatrie. Il était un peu anorexique, on dirait aussi. Il était un peu soucieux. Et il pensait du côté, c'est-à-dire qu'il avait remplacé cette linguistique ou cette métamathématique, il l'avait remplacée par des anges. Et voici. Alors, vous savez par ailleurs, on sait que dans cette étude que la scène constitue et que la scène opère, nous avons évidemment Gödel, dont nous parlons là, mais un mathématicien plus récent, un professeur de mathématiques, Cassou, nous pose un problème, puisqu'il a écrit un livre sur Norbert Wiener, avec une énorme lacune, un énorme oubli. Il a oublié le président Schreiber dans une démonstration pseudo-psychanalytique où il y avait tout lieu de mentionner Schreiber. Alors, je vais lire Cassou ici un petit peu. Cassou nous explique ce qui se passe, là où Gödel, après ces très belles démonstrations qu'il a réussi à faire, finissait toutefois avec une espèce de complexe de culpabilité ou quelque chose comme ça, parce que pour aboutir à ce N, il fallait ou mettre le A à la cause, c'est-à-dire mettre la cause dans l'arithmétique, dans la mathématique, il fallait qu'il n'y ait pas d'autre. Alors, voici ce qu'écrit Cassou. Seulement pour cela, pour compléter l'arithmétique et éliminer l'autre, c'est-à-dire pour ici compléter l'arithmétique comme le demandait Hilbert, et éliminer l'autre, il faudrait inventer des raisonnements inouïs, des raisonnements auxquels aucun homme encore n'a pensé, et dont mieux, on montrera que le cerveau humain n'est pas capable. Comment mettre en place de tels raisonnements, demande Cassou. Il faudrait penser sans utiliser son cerveau. Il faudrait penser en réalité comme un ange ou un fantôme, un esprit détaché du corps, c'est-à-dire ici, un ange, un fantôme, un esprit détaché du corps ici. Et
ce qui est remarquable, c'est dans ce que je viens de lire, c'est que Cassou ne dit pas du tout qu'il y aurait aussi une autre solution pour, comme il dit, pour inventer des raisonnements inouïs, des raisonnements auxquels aucun homme encore n'a pensé et auxquels le cerveau humain n'est pas capable, eh bien, il y a les machines. Et Cassou ne fait jamais état des machines, en disant que Gödel résolvait ses problèmes, ses incomplétudes par les anges. On sait que par ailleurs, Cassou fait un symptôme majeur dans la négation justement de l'utilisation des machines dans son analyse qu'il fait de Weiner. Et on sait aussi que Gödel n'a pas fait grand cas des machines. Et ce que l'on peut donc soupçonner d'un oubli symptomatique, en l'occurrence, semble appuyé, si ce n'est confirmé, par le fait que c'est effectivement une machine qui va démontrer, qui va donner raison aux hypothèses de Gödel. Ce ne sont pas les anges qui vont dire que Gödel avait raison, c'est la machine de Turing. Parce que la machine de Turing, effectivement, va démontrer par la force des choses, c'est-à-dire par toute sa matérialité, que l'appareil ici ne peut pas avoir de fin. La machine de Turing ne peut pas s'arrêter elle-même, ne peut pas mettre un terme à sa démonstration. Donc, l'hypothèse de Gödel est absolument confirmée à partir du moment où on fait entrer en scène la machine. Donc ça, c'était la deuxième parenthèse que j'ai faite, qui m'est personnelle, dont je prends la responsabilité. Et y a-t-il une question? Ou est-ce que nous pouvons continuer? C'est assez clair, c'est assez bien construit, ça va, ça avance. Parce que, donc, nous allons maintenant revenir, une fois que tout ça a été un petit peu établi, nous allons revenir au 13e chapitre. Qu'est-ce qui se passe dans ce 13e chapitre? On sait qu'il y a une héroïne, Donna, donc, qui a demandé à son ancien amant Campbell de passer à l'analogue et donc de trouver quelqu'un qui va faire de la science analogue, qui va prendre cet objet de la psychanalyse pour en faire une analogue scientifique. Et donc cette femme va apparaître, Donna va venir, va rejoindre Vogt et Campbell, qui sont en conversation dans le monde virtuel, et elle va expliquer pourquoi. Pourquoi elle les a pressés de passer à l'analogue. Cette explication se trouve dans l'écologie, dans la situation écologique. Parce que c'est la gravité de la situation écologique qui presse à ce que l'on passe à l'analogue, c'est-à-dire à ce que Campbell soit comme ça, passe à la demande de Donna à l'analogue. Et c'est à ce moment-là que Donna explique le pourquoi de cette gravité écologique. C'est parce que depuis un moment, on a vu tout à l'heure que cette lettre N pouvait être
raccourci comme un accordéon. Le temps était raccourci. C'est-à-dire qu'il fallait hâter. Il fallait hâter l'anti. Il fallait hâter, si on peut dire ici, il fallait hâter l'anti-A ici. Pour raccourcir ce N, hein, le N. Et donc, ce que Donat explique, c'est que à si bien hâter l'anti, on était tout prêt à faire sauter à peu près une soixantaine de bombes atomiques d'un coup, bien calculées, bien ciblées, pour arrêter la pagaille et la dégradation, la consommation de la planète. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'écologie profonde, c'est la deep ecology, où la solution est de supprimer le développement humain. Et pour cela, il convient de se presser, de hâter l'anti. Et c'est l'Atlantide que Donat présente à ce moment-là, parce que elle explique comment se passe cette précipitation de l'anti, évoque Biopt et Stuart, lui dit « Oui, mais tu nous racontes l'Atlantide ». Et elle dit « Effectivement, la légende d'Atlantide n'était pas une légende, c'était une prédiction de ce qui se passe aujourd'hui. » Et nous avons là quelque chose qui s'appelle un préquel. Est-ce que tu connais préquel? Préquel. Eh bien, pourtant, c'était quelque chose d'épatant, c'est ça. C'est-à-dire que le préquel, c'est le procédé par lequel on découvre les événements avant l'écrit. Les événements qui ont causé. Par exemple, Asimov a fait un préquel. Il a écrit la psychohistoire. Et des années plus tard, il a écrit l'aube de la psychohistoire. Si Atlantide est ce qui se passe aujourd'hui, la légende d'Atlantide, ce qu'on appelait la légende, était le préquel de ce qui se passe du texte actuel. C'est assez remarquable, parce qu'on reviendra, je l'ai découvert aujourd'hui, on reviendra à un certain auteur très important qui, lui, fait passer Conan Doyle et Sherlock Holmes dans l'analogue. Il s'agit d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Butcher, et eh bien, c'est celui qui a créé le néologisme de préquel, qui aujourd'hui, je ne me souviens plus, l'Académie canadienne l'appelle, je crois, antéphase ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui est pris extrêmement au sérieux et qui éclaire ou organise cette logique de la précession, que Lacan avait par ailleurs appelé l'assertion de certitude anticipée. Et nous allons le voir ainsi, maintenant. Maintenant qu'on a... on va revenir au schéma pour mettre... Si ici, nous avions donc le prédicat, c'est-à-dire la science-fiction, l'opération en rouge là, de nomination de Campbell, nous avons ici ce qui serait passé avant, c'est-à-dire un N inversé. Et ça, ce serait le préquel, c'est-à-dire ce serait l'idée, ou c'est la figuration, qu'il y aurait eu avant. Ici, on a la légende d'Atlantide, et
mais qui n'en aurait fait qu'une exactement comme, c'est-à-dire comme des arroseurs arrosés, comme les gens de la science-fiction, les auteurs de Campbell, pensaient qu'ils parlaient en avant de ce qui allait arriver. En fait, les gens de Syracuse et de ces époques-là avaient fait comme eux croyaient le faire au temps de la science-fiction, c'est-à-dire avaient parlé en avant de quelque chose qui allait arriver et ils hâtaient l'anti. Et on verra qu'on a même des raisons de penser que cette hâte de l'anti vient avec l'atonisme. Mais il faudra le démontrer. Parce que pour l'instant, nous avons ici qu'est-ce que c'est que nous avions le prédicat. Eh bien, nous allons encore figurer par un jeu de mots la manière dont cette espèce de looping, d'acrobatie intellectuelle que nous sommes en train de faire, ou acrobatie historique, c'est-à-dire de la fonction scientifique, de la science-fonction. Ce prédicat, qu'est-ce qui se passe avant le préquel? Ben, le préquel, il ne prédit pas cas, il dit cas. C'est le dit cas. C'est-à-dire qu'au moment de Syracuse, nous avions la légende d'Atlantide qui allait dire ce que, par la suite, au XXe siècle, les auteurs de science-fiction ont cru pouvoir prédire. C'était en fait donc dit auparavant. Alors, il y a beaucoup de raisons de penser que ça puisse être comme ça, parce que l'histoire est un long enchaînement de formes et de chiffres, et une suite arithmétique qui vient de très longtemps. Et donc, qu'est-ce que c'est maintenant que ce n inversé, que ce n vert? Alors, on l'a appelé, pour rire, hein, le dika, mais en réalité très sérieuse, on y reconnaît simplement ce qu'on va appeler ici les facts, les faits et les souvenirs. Et nous avons ici, on va dire, le texte de la légende. On va mettre une flèche comme ça avec le texte de l'histoire. Et nous avons les faits, les facts, et donc les souvenirs qui sont les réalités. Les facts, ils sont... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fact, un fait? Eh bien, la philosophie ou toute l'observation, l'intellect nous le rappelle, même Gödel nous le rappelle. Regardez ce qui se passe si j'ajoute, regardez fact, le FAC, et FAC, on peut faire effacement. C'est-à-dire que on a montré tout à l'heure que Gödel explique que la mathématique s'efface quand elle est réduite dans la mathématique. Et de même, les facts, les faits, s'effacent évidemment, puisque c'est le passé. Et au lieu des souvenirs, alors c'est là qui est très intéressant, très remarquable ou utile, au lieu des souvenirs, ce que nous trouvons, ce sont des éléments, des pièces, des choses réelles, c'est-à-dire ce que Lacan va appeler, ce qui ressurgit, ce qui réapparaît dans le réel. Donc, lorsque nous avons une scène primitive qui est effacée, il en reste des débris, il en reste des pièces dans la sémantique. Et alors ça c'est ce que nous allons voir après, évidemment, dans les chapitres suivants. Nous allons voir si ces pièces, je vous annonce un petit peu, qu'on va récolter précisément à Syracuse, comment ces pièces peuvent être récupérées et réutilisées pour repasser dans le circuit de la nomination rouge. Hein.
Et donc, voilà, j'ai fait mon exploit en essayant donc d'exprimer ces choses un petit peu compliquées, mais j'espère qu'on aura pu me suivre. Je reviens à l'image. Est-ce qu'il y a des questions? Cadic, il arrive après alors. Philippe Cadic. Cadic, oui. Oui, le prédicat. Oui, bien sûr, oui. Oui. C'est vrai qu'il arrive après. Et Cadic, c'est une autre génération. Il y a une autre génération où lui, la machine est totalement. C'est la génération d'Android, hein, où la question de la machine se pose formellement, oui, absolument. Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a... c'est l'anniversaire hein, d'Hiroshima. Et enfin l'anniversaire, oui, on appelle ça comme ça, et le triste anniversaire, ils ne sont pas tous joyeux. Et j'ai rajouté dernièrement aujourd'hui, j'ai rajouté une petite vidéo en note dans la page qui était pratiquement terminée, dans la page du chapitre 13, en note, quand Donna demande à aux deux compères, savez-vous pourquoi, que pensez-vous de la situation écologique? Alors ils disent tous les deux gravissime. Alors cette petite vidéo, c'est des extraits, ça dure 2 minutes d'une conférence après un congrès à Copenhague en 2010 de Patrice Cernu et d'un autre, une table ronde de personnes. Et on les entend parler à l'époque en 2010 du réchauffement de la planète climatique, mais qui est très discutable ou discuté, mais la surpopulation, c'est pas très discuté, le manque d'eau, l'épuisement des ressources alimentaires, etc. Et ça, c'était en 2010. Depuis, c'est vrai que même ça fait un bout de temps qu'on devrait y penser, mais on y pense de moins en moins, on se casse la figure, on se bombarde, on fait plus d'armes, enfin, bon, c'est pour dire que cette Atlantie nous mène. Alors, voilà, il faut tout de même être sérieux, hein, et en médecine, par exemple, on se rend compte que des fois, les gens meurent. Et la planète peut très bien être en train de mourir. Si elle n'était pas en train de mourir, enfin, si elle était en train de mourir, elle ne ferait pas autrement. Il n'y a pas de meilleur moyen de réduire, de détruire toute vie sur Terre assez rapidement. Et il y a peu de probabilité que l'on change de raison. Alors, dans ces cas-là, et je ne suis pas alarmiste dans le sens où c'est arrivé souvent qu'on dise c'est la fin du monde. Les médecins, dans ces cas-là, ont une responsabilité importante parce que d'abord, il faut qu'ils reconnaissent les maladies fatales et parce qu'il y a toujours des ressources. Même dans les cas les pires, il y a des ressources qui ne sont pas forcément des ressources religieuses. Bien sûr qu'on ira tous au paradis, ça c'est réconfortant. Mais il y a des ressources physiques, matérielles, qui d'ailleurs sont celles de la science-fiction. La science-fiction en parle beaucoup. Asimov, quand il parle de sa planète Trantor, la Terre est comme une comète, un caillou complètement désertifié. Enfin, il est peut-être encore habité, enfin, il ne reste plus grand-chose. Donc, la science-fiction en parle beaucoup. Mais là, nous sommes dans la science-fonction, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et il y a des choses à faire. Très probablement,
Et donc, c'est ce que des choses réalistes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que dans un siècle, on sera au cœur de la galaxie, peut-être, mais enfin, c'est peu probable. Il y a des choses plus proches et importantes à réaliser, et c'est ce que la scène va continuer à expliquer. Et c'est le moyen d'arriver aux solutions ou aux mesures à prendre se définit ou émerge, c'est des mesures à prendre, émergent précisément dans cette opération de hâter l'anti, c'est-à-dire, selon la psychohistoire, de voir et de comprendre que le chaos arrive et et en connaissance de... Parce que le fait de le savoir, ça le précipite. Hein, donc, mais dans cette précipitation, garder notre conscience et notre intelligence et l'action qui permettra donc d'aménager la période pour procurer ultérieurement les solutions les mieux adaptées à notre situation. Donc voilà, c'est terminé, et donc je termine le broadcast.